Bonjour à tous, c'est avec plaisir qu'on vous retrouve aujourd'hui pour ce deuxième webinaire sur les congés payés, plus particulièrement la réforme de la loi DADU. Donc pour ceux qui étaient déjà présents, nous avions déjà fait un webinaire le 26 avril, 2 jours après la promulgation, l'entrée en vigueur de la loi. Aujourd'hui, 16 juillet 2024, nous allons faire un point de l'application de cette loi en abordant notamment des aspects pratiques rencontrés depuis 2 mois dans le traitement des régularisations ou encore des demandes des salariés. Alors, vous pouvez voir le sommaire, donc différents points, différentes questions que nous nous sommes posées pour que ça soit facile à appréhender pour vous, puisque le sujet est à la fois théorique et pratique. Vous aurez de toute façon à disposition le support, donc ce qui vous permettra de revenir dessus s'il y a des points que vous n'avez pas pu appréhender correctement pendant le webinaire, ce webinaire ayant une durée limitée de 1 heure. Donc, vous pourrez vous baser sur le support. Alors, avant de commencer, un petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas le groupe TGS France. Donc, le groupe TGS France, c'est un groupe composé de 1700 personnes présentes dans toute la France qui accompagne les entreprises de toute taille dans toutes leurs problématiques qu'elles peuvent rencontrer dans la gestion de leur entreprise, puisque le groupe est organisé autour de différents métiers, donc notamment l'expertise comptable, le métier avocat, l'informatique, mais encore l'audit, la gestion des payes, très important, la gestion des ressources humaines et également tout ce qui est lié au consulting. Alors, aujourd'hui, pour vous présenter ce webinaire, donc Nicolas Sanchez, je suis avocat en droit du travail. Je suis accompagné de Augustin Veillard, qui est juriste en droit du travail, et également de Hélène Maillard, juriste en droit social, qui sera présente pour gérer vos éventuelles questions sur le chat. Et Augustin, je te passe la parole. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Comme l'a dit Nicolas, l'objectif de ce webinaire, il est de se poser un petit peu 2 mois après la loi DADU. Le premier webinaire avait été fait directement après, donc on avait encore quelques zones d'ombre. Bon, aujourd'hui, on va le voir, il y a encore des zones d'ombre, mais on a quand même beaucoup plus de recul. Donc l'objectif, il était d'aborder effectivement l'intégralité de la loi d'un point de vue beaucoup plus factuel, de se mettre vraiment dedans, avec l'objectif, dans un premier temps, de refaire le point sur toutes les règles de la loi DADU et ensuite le transposer sur différents cas pratiques, des choses qu'on a déjà pu rencontrer, afin de vraiment comprendre la loi et les questions qui peuvent se poser. Donc, première question, on va reprendre par les bases, c'est combien de jours de congés payés acquiert un salarié ? Donc voilà, on commence vraiment par le commencement, c'est le cœur de la loi, donc c'est aujourd'hui, un salarié en arrêt maladie d'origine non professionnelle va acquérir des jours de congé. Ce n'était pas le cas avant. Donc aujourd'hui, en cas d'arrêt maladie non professionnelle, un salarié va bien acquérir 2 jours ouvrables de CP. C'était posé la question, donc pour les jours ouvrés, effectivement, je transpose, je fais mon prorata, je vais bien être à 1,67 jours ouvrés par mois. Un petit point, c'est intéressant de le garder en tête, mais aujourd'hui, la loi est venue nous dire qu'il y avait la possibilité de mettre en place un régime plus favorable. Donc aujourd'hui, on a encore très peu de recul là-dessus, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que demain, des branches pourraient négocier avec des organisations syndicales et prévoir effectivement la mise en place d'un régime où on serait au-dessus des 80%. C'est intéressant de le garder en tête. Aujourd'hui, on n'a rien qui va dans ce sens-là, mais c'est intéressant de le garder en tête. À côté de ça, donc, on a toujours les arrêts maladie d'origine professionnelle. Donc, pas de changement sur l'acquisition. J'ai toujours une acquisition à 100%. 2,5 jours ouvrables de CP par mois ou 2,08 jours ouvrés par mois. Là où on a une distinction, c'est effectivement aujourd'hui pour les maladies d'origine pro et pour les AT, j'ai une acquisition des droits à CP sans limitation de durée. Donc auparavant, j'étais limité à 1 an. Aujourd'hui, je n'ai plus ce plafonnement à 1 an. Alors quand on met sans limitation de durée, on est un peu sur de la formule choc, puisque dans les faits, on va y revenir après quand on va parler de tout ce qui est report. On va voir qu'il va y avoir des garde-fous qui vont permettre un petit peu de limiter la durée. Mais voilà, ce qu'on veut dire par sans limitation de durée, c'est qu'on n'est plus limité à 1 an comme ça pouvait être le cas auparavant. 2 petits focus. On va beaucoup parler pendant ce webinaire d'acquisition par mois. La loi, quant à elle, ne vient absolument pas modifier les règles d'équivalence. Donc, ça veut dire que tout ce qui est règles d'équivalence favorables aux salariés, 4 semaines de travail ou assimilé égale 1 mois, 24 jours ouvrables, etc.,
La loi ne touche absolument pas à ces règles d'équivalence. Donc, nous, pour simplifier sur un webinaire de 45 minutes, 1 heure, on va beaucoup parler en acquisition par mois. Mais évidemment, il faudra bien prendre en compte toutes les règles d'équivalence dans les cas concrets. Autre petit focus important, effectivement, ça concerne l'accident de trajet. Donc, l'accident de trajet va bénéficier du régime d'acquisition de l'ATMP, donc c'est-à-dire une acquisition des droits ACP sans réelle limitation de durée, une acquisition à 100%. Voilà sur ce premier point, la base. Deuxième question, toujours, règle un petit peu classique qui concerne donc, comment calculer l'indemnité de congé payé lors d'une période d'arrêt de travail pour maladie. Donc voilà, pareil, on est vraiment sur les points essentiels avant d'aller dans du plus concret. Le principe, il a changé. Donc l'idée, c'est que pour l'indemnité de congé payé, je suis toujours sur un calcul qui se fait entre le plus favorable, entre le 10e de la rémunération totale brute de référence, sur la période d'acquisition évidemment, et le maintien de salaire. Là où il y a une nouveauté, c'est que pour calculer l'indemnité de congé payé selon la règle du 10e, je vais prendre effectivement mon calcul à hauteur du prorata, c'est-à-dire à hauteur de 80%. Qu'est-ce que ça signifie dans les grandes lignes? Vu que l'impact il va se faire que sur le 10e, ça veut dire que dans une majorité de cas, quand je vais faire mon comparatif, le maintien de salaire peut toujours être plus favorable et la réforme de la loi n'aura pas réellement d'impact sur le calcul de l'indemnité de congé. Donc c'est pareil, c'est important de le garder en tête, mais l'impact va vraiment se faire sur le calcul du 10e. Et de par le fait qu'on compare avec le maintien de salaire, je ne vais pas forcément avoir d'impact dans un premier temps. Voilà sur ce deuxième point qu'on évacue assez rapidement. On est sur des choses qui avaient déjà été évoquées, mais c'était important de refaire le point là-dessus. Avec 2 mois de recul, encore une fois, il y a des petites choses où ça ne fait pas le mal de se remettre dedans. Troisième question, toujours dans ces règles de base, qui concerne l'information. Donc là, on est sur une problématique, effectivement, où on a déjà un petit peu plus de questions qui peuvent se poser. Donc, faut-il informer le salarié des jours de congés payés acquis à son retour d'arrêt de travail? Donc, effectivement, depuis la loi du 24 avril, l'employeur dispose d'un délai d'1 mois suivant la reprise du travail pour informer le salarié sur 2 choses. La première, c'est le nombre de jours de congé dont il dispose. Et la deuxième, c'est la date jusqu'à laquelle le salarié va pouvoir prendre les jours de congé. Cette information, elle peut se faire par tout moyen qui va conférer une date certaine à sa réception. Ça veut dire que ça peut notamment être fait au moyen du bulletin de paie si le prestataire paye permet cette mise en place. Ça va être le cas dans certaines hypothèses, mais ça ne sera pas toujours le cas. Évidemment, cette date, elle est extrêmement importante et c'est vraiment la preuve de la réception qui pourra faire foi, puisque cette date va être le point de départ de la période légale de report qu'on va voir un petit peu après, donc qui concerne les reports pour les arrêts de moins d'1 an. On va y revenir un petit peu sur le report, mais vraiment, cette date, elle va avoir une importance. Gros point d'attention en revanche, c'est que cette information, elle doit être réalisée peu importe la durée de l'arrêt. Donc c'est là où on est quelque part dans une première zone d'ombre, c'est qu'effectivement, on voit une vraie lourdeur de la loi, c'est qu'aujourd'hui, la loi n'est pas venue nous apporter quelque part un garde-fou. Mon salarié, même s'il est sur un arrêt de très courte durée, tel qu'on interprète la loi aujourd'hui, j'ai l'obligation de faire mon information. L'autre chose importante, c'est que même si je n'ai pas de report, parce que mon salarié va pouvoir effectivement directement poser ses congés acquis sur la période de prise qui suit, donc même si je n'ai pas de report qui se met en place, l'information est quand même à réaliser. Donc, on a une vraie lourdeur, c'est-à-dire quand bien même je n'ai pas de conséquences sur l'absence de mon salarié, j'ai toutefois, d'après le texte de la loi DADU, j'ai quand même l'obligation de faire cette information. Donc là, j'ai une réelle lourdeur, à voir effectivement comment ça va se traduire sur la suite, mais aujourd'hui, cette information, elle est à réaliser, peu importe la durée de l'arrêt, y compris s'il n'y a pas de report. Voilà, c'était important effectivement de le souligner, à voir comment ça évolue, mais aujourd'hui, cette obligation d'information présente une réelle lourdeur pour le coup. Et je te passe la main pour cette 4e question. On va rentrer dans quelque chose un petit peu plus touchy, Nicolas. Alors, là, vous voyez notre titre. On parle du piège du plafond d'acquisition de 24 jours ouvrables. Bon, comme vous le savez, lors d'une période totale d'absence sur une période d'acquisition, le salarié en maladie pourra acquérir 2 jours ouvrables et au total sur la période d'acquisition, 24 jours ouvrables. Bon. La question qui se pose, c'est l'application de ce plafond sur des périodes d'acquisition où vous allez avoir une alternance de période travaillée, une période d'arrêt de travail maladie. Et vous allez voir que les choses ne sont pas aussi simples et on va essayer de vous les expliquer de la façon la plus claire. Bon, il faudra distinguer 3 types de périodes. Bon, tout d'abord, donc les périodes d'acquisition, pour le principe
assez simple à comprendre pour les périodes d'acquisition antérieures au 31 mai 2023. Alors, ce n'est pas une erreur, on parle bien du 31 mai 2023, parce que vous verrez sur la slide suivante, j'aborderai la période précise du 1er juin 2023 au 31 mai 2024. Bon, donc sur les périodes d'acquisition antérieures au 31 mai 2023, le salarié va avoir des périodes de présence où il aura travaillé et des périodes d'absence. Bon. En tout état de cause, sur ces périodes-là, il ne pourra pas acquérir plus de 24 jours ouvrables. Donc, on vous a mis un petit exemple où vous pouvez voir un salarié qui aura travaillé 6 mois sur une période d'acquisition et qui aura été malade 6 mois. Donc, théoriquement, il aura acquis 12 jours de congés payés au titre de ces 6 mois maladie. Mais en tout état de cause, ça ne lui fera pas 26 jours, mais il y aura un plafonnement à 24 jours. Donc ça, c'est important quand vous allez avoir des demandes de régularisation, de bien utiliser cette règle de plafonnement. On y reviendra plus tard dans les cas pratiques. Mais ce point-là, il est très important. Bon. Et concrètement, on se rend compte que du fait de cette règle de plafonnement, des arrêts de travail de 2 mois n'auront pas d'incidence, n'ouvriront pas de régularisation, puisqu'au final, les droits seront plafonnés en tout état de cause. Bon, et là également, donc vous voyez dans l'exemple, le salarié a travaillé pendant 10 jours, il a acquis d'ores et déjà 25 jours, il est absent 2 mois. Théoriquement, donc, il a bien acquis 4 jours, mais par la règle du plafonnement, on va neutraliser ces 4 jours d'acquisition en période de maladie. Bon, donc ça, c'était pour les périodes antérieures au 31 mai 2023. Maintenant, il y a la particularité de la période d'acquisition du 1er juin 2023 au 31 mai 2024. Alors, pourquoi elle est particulière, cette période? C'est que, souvenez-vous, que la loi est entrée en vigueur le 24 avril 2024, en cours de cette période d'acquisition. Bon. Donc, la question qui se pose, et la loi ne le précise pas, donc, comme vous allez le voir, il y a pas mal de choses que la loi ne précise pas, ce qui va laisser la place à l'interprétation, et notamment après aux appréciations des juges lorsqu'il y aura des contentieux. Bon. Donc, comme la loi ne précise rien sur cette période d'acquisition qui est à cheval avant et après l'entrée en vigueur de la loi, nous avons pris une position, c'est de dire, sur la période du 1er juin 2023 au 23 avril 2024, les droits du salarié, on va les plafonner à 24 jours ouvrables, comme pour les périodes antérieures au 31 mai 2023. Voilà. Par contre, sur le reliquat 24 avril au 31 mai 2024, qui est post-entrée en vigueur de la loi, là, plusieurs possibilités. Soit le salarié va travailler classiquement ses 4 semaines de travail, il acquérera 2 jours et demi, soit il va être en maladie ou en accident du travail, et là, il y aura la problématique de l'acquisition de ces droits. Bon. Donc, nous, la position que l'on prend, c'est donc plafonnement du 1er juin 2023 au 24 avril 2024. Il ne pourra pas acquérir plus de 24 jours ouvrables sur cette période entre les périodes travaillées et les périodes d'absence. Et sur le reliquat 24 avril 2024, 31 mai 2024, pas de plafonnement. Donc là, sur ce reliquat, sur ces 5 semaines, le salarié, s'il est en absence, peut acquérir 2,5 jours ouvrables de congés payés. Et là encore, on vous a mis un petit exemple de calcul. Étant précisé, on vous le précisera à chaque fois, c'est que l'arrondi des congés payés, il se fait toujours en fin de période d'acquisition. Bon. Donc voilà, sur cette partie-là, cette subtilité de cette période à cheval. Et sur les périodes postérieures au 31 mai 2024, là, au final, il n'y aura pas de plafonnement. C'est-à-dire que le salarié, on vous l'a mis dans l'exemple, il peut avoir travaillé X jours sur la période d'acquisition et peu importe le nombre de jours de maladie, on viendra additionner les jours de congés payés acquis sur les périodes travaillées et les jours acquis au titre de la maladie sans appliquer le plafonnement de 24 jours. D'accord ? Étant précisé, je le rappelle que le plafonnement des 24 jours ouvrables, c'est sur une période totale d'absence. D'accord ? Là, on parle de période particulière, alternance de périodes travaillées et alternance de périodes non travaillées. Alors, maintenant, un autre point aussi qui est sujet à interprétation et à discussion et à bonne compréhension, c'est cette problématique des reports. Alors, tout à l'heure, Augustin vous a présenté l'obligation d'information, qui est une nouveauté dans la loi, c'est qu'à chaque retour d'arrêt de travail, on doit informer le salarié de ses droits. Ça, c'est une obligation générale.
Et plus précisément, cette information, elle va avoir du sens lorsqu'il y a une problématique de report. D'accord ? En préambule, ce que je voulais vous dire, c'est que les périodes de report, elles ne vont jouer que si le salarié est dans l'impossibilité de prendre ses congés payés du fait de son arrêt de travail. D'accord ? Ça, c'est bien important de l'avoir à l'esprit et bien distinguer l'obligation d'information générale. Après tout arrêt de travail, on doit informer le salarié dit qu'il reprend. Et après, la particularité spécifique du report et de son application. Voilà. Si un salarié reprend en cours de période de référence, il peut et qu'il lui reste encore du temps pour prendre ses congés, il n'y aura pas de report. Le droit au report ne vient jouer que si le salarié est matériellement dans les possibilités de prendre ses congés du fait qu'il a un arrêt de travail. C'est assez important d'avoir ça à l'esprit. Alors, là, on a distingué, parce que c'est la loi qui le veut, hein, il y a les périodes d'arrêt de travail inférieures à 1 an sur une période d'acquisition et les périodes d'arrêt de travail de plus d'1 an sur une même période d'acquisition. Donc, le principe, c'est quoi ? Sur des arrêts de travail inférieurs à 1 an, donc de courte durée, le report, la période de report pour prendre les congés payés que le salarié n'aurait pas pu prendre du fait qu'il est malade, vont débuter quand on va informer le salarié de ses droits à report. Et la période de report, elle est de 15 mois. Si, à l'issue de cette période de report, le salarié n'a pas pris ses droits, ils seront définitivement perdus. Donc ça, c'est un point très important de cette loi, puisque ça va permettre de purger des droits que le salarié aurait acquis. Donc ça, c'est vraiment un point très important, et le législateur l'a voulu comme ça pour justement venir encadrer la nouvelle loi qui donne des droits à congés payés pendant la maladie. Pour les arrêts de travail de plus d'1 an, là, il y a une petite subtilité, c'est que la période de report, elle va débuter en principe à la fin de la période d'acquisition et elle va débuter de façon automatique. Pour les arrêts de travail de moins d'1 an, la période de report débute quand on informe. Pour les arrêts de travail de plus d'1 an, la période de report débute automatiquement à la fin de la période d'acquisition. D'accord ? Avec une autre subtilité qu'il faut bien avoir à l'esprit, on vous l'a mis dans le tableau, c'est que le salarié est absent depuis plus d'1 an. Donc, sa période d'acquisition, vous avez compris, sa période de report, a débuté automatiquement au terme de la période d'acquisition, donc après le 30 juin, après le 31 mai. Et s'il reprend en cours de période de report, la période de report est suspendue. Et pour lever cette suspension, il va falloir matérialiser une information au salarié. D'accord ? Tant qu'on n'aura pas matérialisé cette information au salarié, donc c'est-à-dire l'informer sur le solde de la période de report qui lui reste, mais cette période-là sera suspendue. Donc, ça veut dire que le salarié aura toujours du temps pour la prendre. Bon, donc, il faudra bien être vigilant sur ce point-là. C'est que, certes, la période de report a débuté automatiquement au terme de la période d'acquisition, mais attention, quand le salarié reprend, à bien refaire partir cette période de report, puisque la reprise suspend la période de report. D'accord ? Alors, point suivant qui concerne donc quelque part en fait la rétroactivité. Donc, sur quelle période peuvent porter les demandes de régularisation des droits à CP des salariés ? L'idée, c'était effectivement de revenir un petit peu sur pas mal de choses qu'on peut entendre à droite à gauche, notamment voilà, ce caractère de rétroactivité. On a beaucoup parlé effectivement du fait qu'on allait pouvoir revenir jusqu'au 1er décembre 2009, que les salariés allaient pouvoir faire des demandes pouvant remonter jusqu'au 1er décembre 2009, donc date du traité Lisbonne, date à laquelle voilà, la jurisprudence européenne en fait est venue et un petit peu donner les droits, et donc voilà, on est venu nous dire qu'on pouvait remonter jusqu'à cette date-là. Dans les faits, comment ça se passe ? Donc, effectivement, la loi a bien prévu une application rétroactive à compter de cette date pour les mesures suivantes, c'est-à-dire l'acquisition des congés payés en arrêt maladie dans la limite de 2 jours ouvrables. Donc, ça, c'est la base. Mais la rétroactivité a également été prévue pour les périodes de report. Donc, comme l'a expliqué Nicolas sur les reports, on est vraiment sur un garde-fou permettant d'éviter en fait aux employeurs d'avoir des demandes qui peuvent remonter sur l'intégralité, puisque je vais avoir, selon la durée des arrêts, la possibilité de dire « Attention, ces congés payés, je n'ai pas à les donner puisque je dépasse mon report ». Donc,
L'objectif, il était vraiment, en prévoyant cette rétroactivité à la fois sur l'acquisition, mais également sur les reports, de venir un petit peu court-circuiter pour éviter que des salariés puissent réellement nous faire une demande de droit intégral remontant jusqu'au 1er décembre 2009. Donc, c'est réellement important de le retenir, parce que ça peut faire peur, effectivement, quand on regarde un petit peu à droite à gauche les informations sur cette rétroactivité par rapport au 1er décembre 2009. Mais effectivement, c'est là où il y a tout ce jeu, et on va le revoir un petit peu sur les cas pratiques par la suite, mais on va avoir par tout le jeu des reports la possibilité de court-circuiter le jeu de la rétroactivité. Autre chose dont on peut trouver pas mal d'informations, et voilà, à droite à gauche, c'est l'idée que la loi ne prévoit pas d'application rétroactive pour la suppression de la limite d'1 an, ce qu'on évoquait sur la toute première slide, donc la suppression de la limite d'1 an pour l'acquisition des congés payés pendant un accident de travail ou une maladie professionnelle. Évidemment, les employeurs vont se dire, attention, moi, si je vais avoir des demandes de mes salariés qui me demandent à aller au-delà d'1 an pour les AT et les MP, je vais me baser sur l'idée que la loi ne prévoit pas d'application rétroactive. Et donc, pour tout ce qui concerne les AT-MP d'avant le 24 avril 2024, je vais pouvoir m'appuyer là-dessus en disant, la loi ne prévoit pas d'application rétroactive, je vais donc pouvoir appliquer mon plafond d'1 an. Aujourd'hui, on sait très bien, la jurisprudence du 13 septembre 2023, donc la jurisprudence de la Cour de cassation, quant à elle, prévoit effectivement une application rétroactive. La jurisprudence est rétroactive. Donc, on sait très bien qu'on va avoir des salariés qui, si des employeurs donnent cette version, vont s'appuyer sur la Cour de cassation pour demander la rétroactivité. Aujourd'hui, on est réellement sur un débat qui n'est pas tranché. Il faut qu'on attende de voir. Mais à mon sens, c'est un avis très personnel, voilà, il y a fort à parier qu'on est sur peut-être un oubli de la loi et on peut réellement imaginer que cette application rétroactive, elle va être soit confirmée par la jurisprudence, soit on va avoir quelque chose derrière. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, la loi ne prévoit pas d'application rétroactive sur la suppression de la limite d'1 an pour l'acquisition des congés payés pendant un accident de travail ou une maladie professionnelle. Donc, on attend de voir, on sait très bien que ça va être quelque chose qui va être riche de contentieux sur ce point-là, mais c'était important de revenir dessus puisqu'on peut trouver effectivement à droite à gauche différentes informations là-dessus et c'était important qu'on puisse le clarifier avant de passer sur les cas pratiques. Un dernier point avant, Nicolas, je te passe la relais. Alors, au-delà de la rétroactivité qui est un sujet très important, comme l'a exposé Augustin, puisqu'au final, théoriquement, le salarié peut revenir jusqu'au 1er décembre 2009. Donc, le législateur a mis des garde-fous avec les périodes de report notamment, ou n'a pas prévu la rétroactivité de certaines dispositions, comme notamment, comme l'expliquait Augustin, sur la suppression de l'acquisition d'1 an. Mais il a également prévu d'autres choses pour limiter les revendications des salariés. Voilà. Donc, c'est ça qu'on va voir maintenant. Alors, il faut bien distinguer deux situations. Donc, il y a les salariés toujours en poste à la date d'entrée en vigueur de la loi, donc c'est au 24 avril. Donc, là, le législateur a prévu ce qu'on appelle un délai de forclusion de 2 ans. C'est-à-dire que à compter l'entrée en vigueur de la loi, du 24 avril au 23 avril 2026, il y a une période de 2 ans qui s'est ouverte, donc qui a déjà commencé. Et les salariés qui étaient présents à l'effectif à la date d'entrée en vigueur de la loi, donc on dispose de 2 ans pour revendiquer leurs droits passés, donc leurs droits antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi. Bon. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête. Par revendication, donc, ça peut être naturellement une demande écrite, mais la demande écrite du salarié ne va pas venir interrompre la forclusion. La forclusion sera interrompue par une saisine du Conseil des prud'hommes. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête. Bon. Donc maintenant, comment on peut réagir par rapport à ça? Donc, pour nous, il y a deux options possibles. Soit on se dit, on va essayer de purger les droits en informant les salariés de leurs droits acquis antérieurement pour faire, par exemple, débuter les périodes de report de 15 mois. Soit on décide de ne pas procéder à cette information-là et d'attendre de voir si les salariés, durant cette période de 2 ans, vont venir réclamer leur régularisation de leurs droits passés. Bon. Je pense que la loi, ça fait à peine 2 mois qu'elle est entrée en vigueur. Il ne faut pas se précipiter à régulariser tous les cas. Il faut voir ce qui se passe dans l'entreprise. Est-ce qu'il y a des salariés qui revendiquent? Vous pouvez aussi auditer, voir combien vous avez d'arrêts de travail potentiellement
qui pourraient justifier des régularisations. Voilà, on peut aussi anticiper les choses. Après, prendre une décision de régularisation spontanée, pourquoi pas, hein, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais il faut bien y réfléchir parce que si vous décidez de régulariser spontanément un ou deux salariés, après, c'est tout le monde que vous devrez régulariser. Vous ne pourrez pas faire à la carte, en fait. Hein. Voilà. Donc, voilà, il faut bien mesurer le fait de régulariser spontanément les droits passés du salarié. Je pense qu'il faut étudier les cas que vous avez dans les entreprises et après statuer. Voilà. Mais si vous prenez une décision pour un, il faudra que cette décision, vous l'appliquez après à tous. Voilà. Quand je dis régulariser, c'est en appliquant tous les garde-fous que la loi prévoit. Hein. D'accord ? C'est pas on régularise sans appliquer ces garde-fous, hein, sinon ça n'aurait pas de sens. Donc voilà, pour les salariés qui sont toujours en poste, voilà, délai de 2 ans pour revendiquer leurs droits passés. Pour les salariés qui ne sont plus présents à l'effectif, donc ça veut dire ceux dont le contrat de travail a été rompu. Là, la loi ne nous dit rien. C'est l'administration du travail qui est venue préciser que, au final, pour eux, c'était l'application classique de la prescription de droit commun de 3 ans. Donc, on vous a mis l'article référence. Cette prescription-là, c'est la prescription triennale qui s'applique pour toute demande de rappel de salaire. Donc, ce qui veut dire qu'un salarié, lorsque son contrat de travail est rompu, il a 3 ans pour saisir le Conseil des prud'hommes et revendiquer ses droits passés sur les 3 dernières années précédant la date de rupture. Voilà, ça c'est important. Si le salarié vous adresse un courrier revendiquant ses droits, ça n'interrompt pas la prescription triennale. Ce qui va interrompre la prescription triennale, c'est vraiment la saisine du Conseil des prud'hommes, d'accord, que ce soit au fond ou en référé. Bon, donc ça, c'est vraiment important. Donc, voilà, pas de disposition dans la loi sur les salariés qui ne sont plus en poste, à la différence de ceux qui étaient en poste où ils ont prévu un délai de forclusion. Préconisation, avis de l'administration de dire on applique strictement la prescription de droit commun. Voilà. Néanmoins, et là on vous le précise également, la jurisprudence de la Cour de cassation et plus particulièrement les dernières du 13 septembre 2023 peuvent permettre aux salariés qui se baseraient là-dessus de contourner la préconisation et l'application stricte de la prescription triennale. D'accord ? Puisqu'au final, le point de départ du délai de prescription, selon ces jurisprudences, il débute au terme de la période de référence et sous réserve que l'employeur puisse justifier qu'il a bien accompli toutes les diligences légales pour informer et permettre au salarié de prendre son droit à congé. Bon, ce qui veut dire que c'est une question de preuve. Les employeurs qui pourront justifier de ces conditions-là pourront dire le délai de prescription a bien débuté. Ceux qui ne pourront pas se justifier, mais le délai de prescription n'aura jamais débuté, donc ce qui veut dire que le salarié aura toute latitude pour revendiquer ses droits. Bon, là encore, c'est une zone d'ombre entre la loi et les jurisprudences du 13 septembre 2023. Donc, quand vous avez des demandes, je pense qu'en premier lieu, vous pourriez tout à fait répondre et opposer la prescription triennale dans son sens le plus simple, au sens de l'article, et voir si en face, le salarié vous répond, vous rétorque et met en avant des arguments liés à la jurisprudence qu'on évoque sur le slide. Bon, là encore, il ne faut pas se précipiter, il faut voir les arguments du salarié, s'il a un avocat, pas d'avocat, voilà. C'est au cas par cas qu'il faudra que vous gériez ces demandes, puisqu'au final, ça fait partie des zones d'ombre de la loi que la loi n'a pas traité, à la différence du délai de forclusion où là, ils se sont positionnés très clairement. Alors, après cette période, cette revue pratique, cette revue très théorique, pardon, nous allons aborder différentes situations pour coller au plus près de ce que vous pouvez rencontrer sur le terrain. Donc là, on va parler des situations à partir du 24 avril, donc c'est post-entrée en vigueur de la loi. Et on évoquera aussi un peu plus loin des situations antérieures à la loi et également les arrêts de travail en cours, c'est-à-dire débutés avant la loi et toujours en cours après la loi. Voilà. On a essayé d'aborder des situations vraiment pratiques à partir de cas pratiques qu'on a pu voir aussi, nous, sur le terrain,
pour vraiment répondre aux interrogations que vous pouvez vous poser. Donc, je te relaisse la main, Augustin. On commence effectivement par des situations à partir du 24 avril 2024. Donc, on n'a pas fait ça dans un ordre chronologique. C'est tout simplement parce que les situations qui se présentent généralement à partir du 24 avril 2024 sont plus simples aussi à traiter. Et on a voulu quelque part que nos exemples, voilà, on va commencer un petit peu par le plus simple et on va essayer petit à petit d'aller sur des cas de plus en plus complexes. Donc, on va commencer par un premier exemple pour se mettre en jambe sur un cas pratique, effectivement, à partir du 24 avril 2024. Donc, pour bien comprendre, effectivement, les modalités de calcul. Donc, sur ce premier exemple, on est bien donc, sur une période d'acquisition de référence, un salarié qui est malade pendant l'équivalent de 4 mois. Donc, encore une fois, attention à bien tenir compte des règles d'équivalence. On parle bien des 4 mois dans le cadre de ce webinaire. Donc, pour bien comprendre le calcul, comme on l'avait expliqué tout à l'heure, on est bien donc sur un cumul. On va cumuler les deux règles. On va calculer sur la partie où le salarié a été en arrêt maladie et sur la partie où le salarié était en situation de travail. Donc, sur la période travaillée, pas de souci, j'applique la règle classique avec une acquisition de 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif, ce qui nous donne tout simplement 2,5 fois 8, soit 20 jours ouvrables. C'est ma première partie du calcul. Deuxième partie du calcul, sur la période où il est en arrêt maladie, je vais avoir une application, donc cette fois-ci non pas de 2,5, mais bien de 2 jours ouvrables, 2 CP par mois d'arrêt maladie, donc 2 x 4, 8, soit un total de 28 jours ouvrables. Si le salarié avait travaillé toute l'année, j'aurais bien eu un total de 30 jours ouvrables. Voilà, donc c'est vraiment calcul très facile. L'histoire, c'était vraiment, l'objectif, il était vraiment de bien comprendre le cumul des périodes parce qu'on est sur quelque chose qui est postérieur au 24 avril 2024. Donc voilà, toutes les notions même de plafond qu'on va évoquer par la suite, on n'en tient pas compte. Aujourd'hui, je suis bien sur un cumul des règles. Tout simplement, je calcule d'une première fois la période travaillée et je calcule à côté la période où le salarié était en arrêt maladie. C'est comme ça que ça marche à partir du 24 avril 2024. Pareil, pour bien comprendre ce qu'on disait tout à l'heure sur notre slide concernant l'indemnité de congés payés, pour bien comprendre le calcul du prorata, si on devait faire le calcul donc dans le même cas que l'exemple que je viens d'évoquer, pour un salarié qui avait acquis 28 jours ouvrables de CP, on va imaginer que ce salarié donc, a un salaire de 3 000 euros. S'il est toujours malade, donc pendant l'équivalent de 4 mois, la base de calcul pour mon indemnité CP, pour bien comprendre encore une fois juste cette règle de proratisation, je vais bien avoir donc 8 fois 3 000, qui correspondent à la période où il a travaillé, plus 4 fois 3 000 fois 80%. Je vais bien faire mon prorata sur la période où il était en arrêt maladie pour calculer la base de mon indemnité. Et derrière, je fais le dixième de cette base. Donc, c'était vraiment important voilà, de bien comprendre qu'il y a ce prorata qui est fait sur le dixième. Mais évidemment, cette règle, je vais devoir toujours la comparer avec la règle du maintien de salaire. Et c'est là où, dans certains cas, je vais me retrouver avec que peu d'impact en fait à avoir en fait un salarié qui a eu un arrêt maladie pour déterminer l'indemnité de congé payé. Donc voilà, ce premier exemple qui était vraiment juste pour comprendre les deux mécanismes, et on va partir sur un nouvel exemple, toujours sur une situation postérieure, mais avec un petit peu plus de subtilité cette fois-ci. Je te passe le relais. Voilà. Oui. Oui, je t'avais déjà changé la page, pardon. Donc, là, on revient sur la notion de report. Donc, on a évoqué tout à l'heure sur la partie théorique. Donc là, on est dans une situation d'un arrêt de travail inférieur à 1 an. Donc, dans cette application, la période de report de 15 mois, elle débute quand on informe le salarié de son droit à report. Donc là, dans l'exemple, donc nous avons un salarié malade de mars à mai 2024 qui n'a plus donc, du fait de son arrêt de travail, et c'est très important, j'insiste de nouveau là-dessus, c'est il n'a pas pu prendre ses congés payés du fait qu'il était en arrêt de travail, puisqu'il devait prendre ses congés avant le 30 avril 2024 et qu'à cette date-là, il était en arrêt de travail. Donc, il a droit à un report. Ce report, on le formalise à son retour. OK ? Donc là, dans l'exemple, l'employeur l'a informé le 20 juin 2024. Donc, la période de report débute le 20 juin pour 15 mois et prendra fin le 20 septembre 2025. Voilà. Donc, là, c'est assez simple à comprendre. Le salarié a été dans l'impossibilité de prendre ses congés du fait de l'arrêt de travail, donc il a droit à un report. Ça, c'était le côté gauche de la slide. Hein. Sur le côté droit, on vous précise qu'il avait également acquis 28 jours et demi de congés sur la période du 1er juin 2023 au 31 mai 2024.
à prendre du 1er mai 2024 au 30 avril 2025. Comme vous pouvez le voir, sur cette période-là, il n'est plus en arrêt de travail. Donc, il n'est pas empêché de prendre ses congés payés. Donc, il n'y a pas lieu de lui appliquer une période de report. D'accord? Ça, c'est vraiment important de l'avoir en tête, hein, cette notion d'impossibilité de prendre ses congés payés du fait de la maladie. Là, il y a droit au report. S'il n'y a pas d'impossibilité, il n'y a pas de report, puisque on considère que le salarié a encore du temps sur sa période légale de référence pour prendre ses congés payés. OK? Le cas suivant. Donc, le cas suivant, c'est le cas du salarié qui est en arrêt de travail depuis plus d'1 an. Bon. Là, ce qui est très important, c'est de bien, je vous laisse lire à chaque fois le cas pratique. Ce qui est important, c'est de bien prendre en compte les différentes périodes d'acquisition sur lesquelles vous allez devoir travailler. D'accord? Puisque au final, il y a des congés payés qui vont être acquis, qui étaient acquis avant le début de l'arrêt de travail et que le salarié donc n'a pas pu prendre du fait qu'il a un arrêt de travail de longue durée. Donc ça, dans notre exemple, c'est les fameux 10 jours. Voilà, il y a 10 jours que le salarié n'a pas pu prendre du fait de son arrêt de travail. Et ces congés-là, il a droit à une période de report du fait que quand il a repris le 1er octobre, on l'a informé de ses droits à congés payés. Alors, pourquoi là, on a dû l'informer sur ces congés payés? C'est que ces 10 jours-là, ils sont considérés comme des congés payés inférieurs à 1 an, puisque sur la période d'acquisition, puisque l'appréciation de la durée de 1 an ou inférieure à 1 an, c'est toujours au terme de la période d'acquisition là. Donc là, c'est 10 jours. Au final, il les avait acquis avant le début de son arrêt de travail. Et à ce moment-là, on ne sait pas s'il est dans un arrêt de travail de plus d'1 an. C'est pour ça que la période de report, elle va jouer que lorsqu'on va informer le salarié à son retour. D'accord? Pour les 25 jours, là, on a bien une année d'absence complète au terme de la période d'acquisition. Donc là, la période de report a débuté automatiquement au terme de la période d'acquisition des congés payés. Donc ça, c'est le principe. Néanmoins, comme le salarié a repris, donc ça a suspendu la période de report. Et donc, pour refaire partir cette période de report, on va devoir informer le salarié du solde de temps qui lui reste pour prendre ses congés. D'accord? Et donc, ça, c'est l'information dans notre exemple que l'on formalise le 1er octobre où on va informer le salarié qu'il lui reste 11 mois pour prendre 11 mois de période de report. Bon. Et la période de report donc, va débuter à compter du 1er octobre quand on l'informe. Donc, initialement, la période de report automatique qui avait débuté le 1er juin, elle se terminait au 31 août 2026. Et là, dans notre exemple, on informe le 1er octobre. Donc, vous voyez, ça décale de 1 jour le terme de la période de report. Si on avait fait l'information 2-3 mois après la reprise, mais ça aurait décalé d'autant le terme de la période de report. OK? Donc, ça, c'est bien important d'avoir ça à l'esprit. Arrêt de travail de plus d'1 an, report automatique de la période de report au terme de la période d'acquisition. Et dès qu'il y a reprise du salarié, suspension. Et pour refaire partir cette période, on doit réinformer. OK? Et pour la troisième partie de notre cas, donc les 8 jours que le salarié a acquis sur une nouvelle période d'acquisition, là, il n'y a pas de période de report puisque, vous l'aurez compris, le salarié a repris. Donc, il n'est pas dans l'impossibilité du fait d'arrêt de travail de prendre ses congés payés. Donc là, pas lieu de report. Il pourra prendre classiquement, aux dates habituelles prévues dans l'entreprise, ses congés payés. Donc, vous voyez, dans un cas comme ça, d'un arrêt de travail de plus d'1 an, il faut bien décomposer les périodes d'acquisition, les droits acquis avant le début de l'arrêt de travail pour bien se poser le cas et pouvoir bien poser les hypothèses et pouvoir y répondre. OK ? Alors, maintenant, on va travailler sur les cas pratiques, donc les situations antérieures au 24 avril 2024. Bon. C'est là où on va rentrer dans des choses un peu plus complexes et que vous devez vivre depuis l'entrée en vigueur de la loi avec des demandes éventuelles de salariés. Alors, avant de rentrer dans les cas pratiques, on s'est dit
il faut qu'on propose une méthode d'analyse pour pouvoir bien appréhender toutes ces différentes demandes. Et ça, c'est très important quand vous avez des cas. Si vous ne posez pas les hypothèses du cas, vous pouvez passer à côté de tous les leviers, de tous les garde-fous que le législateur a prévus. Bon. Donc, c'est qu'une méthode que nous vous proposons. Hein. Voilà, chacun peut avoir son propre levier d'analyse. Mais voilà, ce qu'on peut vous proposer dans le cadre de ce webinaire. Donc, premier point, c'est déjà se poser la question, notre salarié qui revendique des droits, est-ce que c'est un salarié qui était en poste à la date d'entrée en vigueur ou est-ce que c'est un salarié qui a quitté l'entreprise? Puisque vous l'aurez compris, salarié toujours en poste, on est dans le délai de forclusion, donc de 2 ans, donc qui n'est pas expiré, hein, puisque là, c'est jusqu'en 2026. Par contre, salarié qui n'est plus en poste, on est sur la prescription de droit commun. Bon, donc déjà, ça, c'est le premier point, puisque ça peut permettre, dès le début, vous le verrez après dans les cas pratiques, d'éliminer une demande d'un salarié, par exemple, qui a déjà quitté l'entreprise et auquel on répondrait « ta demande est prescrite ». Deuxième point sur lequel il faut s'arrêter, c'est bien déterminer les périodes d'acquisition concernées par les arrêts de travail pour lesquels le salarié revendique des droits et déterminer naturellement s'il s'agit d'arrêt de travail professionnel ou pas, puisque maladie, c'est 2 jours ouvrables et arrêt de travail d'origine professionnelle, c'est 2,5. Donc là, c'est pareil, on se pose bien les différentes périodes d'acquisition avant de commencer. Troisième point, et ça c'est important aussi, vérifier que le salarié a bien perdu des droits durant ces périodes d'absence, puisque les règles d'équivalence étaient déjà en vigueur et les règles d'arrondi aussi. Et on peut se rendre compte qu'un salarié, par exemple, qui va nous revendiquer des droits parce qu'il aura été absent 3 semaines, 2 semaines, 4 semaines, quand on va aller se repositionner sur le bulletin de paye de l'époque, on se rend compte au final qu'il n'a pas perdu de droits. Donc certes, il revendique des droits, mais au final, il n'a pas été pénalisé, il a bien eu 30 jours ouvrables de congés payés, puisqu'avec les règles d'équivalence ou d'arrondi, vous ne l'avez pas pénalisé. Ou même, il y a certaines conventions collectives qui prévoient, dans certains cas, que le salarié n'est pas pénalisé après 1 mois, 2 mois, 3 mois d'arrêt de travail. Donc là encore, bien vérifier que le salarié a perdu des droits avant de se dire qu'on va lui en donner des nouveaux, du fait de la loi Dadu. Après donc, également, autre garde-fou à appliquer, c'est les plafonds. Comme vous l'avez vu, selon qu'on se place avant ou après la loi, il y a ce plafonnement des 24 jours. Alors, il y a naturellement le plafonnement de 24 jours pour une période totale d'arrêt de travail. Hein. Ça, c'est assez simple à comprendre. Mais c'est surtout sur des périodes travaillées et non travaillées que selon que vous êtes avant ou après la loi, vous pourrez opposer le plafonnement à 24 jours, comme on l'a détaillé précédemment. Donc là encore, on peut se retrouver avec un salarié qui réclame des droits, qui théoriquement aurait des droits du fait qu'il a été absent, mais par le jeu du plafonnement avant l'entrée en vigueur de la loi, on va lui dire on n'a pas à te régulariser. Okay. Donc ça, c'est aussi un point à bien étudier dans le cadre de l'analyse d'un cas. Et enfin, déterminer naturellement les périodes de prise de CP et les périodes de report, voilà, plus d'1 an, moins d'1 an, puisque là également, avec l'application de ces périodes de report, vous allez pouvoir purger des droits, c'est-à-dire que le salarié, oui, il aura acquis des droits, mais du fait des périodes de report qui sont rétroactives, on pourra dire ta demande elle est trop tardive, tes droits sont perdus. Donc là également, bien appliquer ce principe-là. Et ce n'est qu'à la fin de toutes ces étapes-là que vous pourrez déterminer que le salarié a acquis X jours au titre de la nouvelle loi et bien sûr calculer le montant de l'indemnité de congés payés. Voilà. Donc là, c'est vraiment toutes ces étapes-là, elles sont chronologiques et c'est ce qui va vous permettre au final d'arriver à une solution et à une position vis-à-vis d'une demande d'un salarié. Alors, comment maintenant on va appliquer cette méthode? Alors, là, on est dans un exemple, donc un salarié qui était présent à l'effectif au 24 avril 2024. Voilà. Qui nous écrit, il nous fait un recommandé pour qu'il a été au courant de la loi et il nous écrit par recommandé pour demander la régularisation de ses congés payés au titre de ses arrêts maladie. Bon. Pour la simplicité de l'exemple, on a réparti les arrêts de travail en trois blocs. Hein. Voilà. Donc, vous voyez, ils sont encadrés pour bien les isoler. Donc,
première réaction. Le salarié donc, qui était présent au 24 avril, donc il a jusqu'au 23 avril 2026 pour revendiquer ses droits. Bon, donc là, on ne va pas lui opposer une forclusion, quand bien même il n'a pas saisi le Conseil des prud'hommes. Donc, on va étudier sa demande. Donc, le premier bloc d'arrêt de travail, là, les 3 périodes d'arrêt de travail, 13 mars 2020 jusqu'au 18 mars, 22 septembre 2020 jusqu'au 27 septembre, 4 octobre 2020 jusqu'au 21 octobre 2020, vous voyez, c'est des petits arrêts de travail. Bon. Et en se reportant sur ces bulletins, on se rend compte qu'au final, c'était des arrêts de travail inférieurs à 4 semaines. Par le jeu des règles d'équivalence, il n'a pas été pénalisé. Donc, oui, il a été en arrêt maladie, mais au final, il n'a pas été pénalisé à l'époque sur les bulletins de paye. Donc, il n'y a pas lieu de lui régulariser des droits ACP pour ces 3 périodes de maladie. La deuxième période de maladie, donc le deuxième bloc dans notre exemple, donc celle du 27 novembre 2020 au 26 janvier 2021, là, on a une période d'arrêt de travail de 2 mois. Bon, mais on est antérieur à la loi. Donc, on va venir lui opposer le plafonnement de 24 jours, puisqu'au final, il aura déjà acquis suffisamment plus de jours du fait de sa période travaillée. Voilà. Donc là, également, on lui oppose une fin de non-recevoir sur ce point-là. La dernière période, donc là, c'est la période du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021. Donc là, on a 6 mois de travail et 6 mois d'arrêt de maladie. Bon. Donc, au titre des 6 mois de travail, il a acquis 15 jours de CP. Au titre de sa période d'arrêt de travail, il a acquis 12 jours de congés payés. D'accord ? Mais quand on fait l'addition des deux, on se retrouve à 27. Et comme on a 27 jours de congés payés. Mais comme on est antérieur à la loi, on va venir appliquer le plafonnement des 24 jours. Et au final, au lieu de lui régulariser 12 jours de congés payés au titre de la maladie, on lui en régularisera que 9. Vous voyez dans l'exemple, 24 moins les 15 déjà acquis au titre du travail. Donc, on n'a que 9 jours à lui régulariser. OK ? Là, il n'y a pas de période de report à lui opposer, puisqu'au final, on était sur un arrêt de travail de moins d'1 an. Donc, la période de report n'aurait joué que si on l'avait informé, et la loi n'étant pas présente, on ne l'a naturellement pas informé. Donc, au final, son compteur devra être crédité de 9 jours de congés payés. Alors, autre exemple. Ce coup-ci, on va se placer donc, dans le cas d'un salarié qui a quitté les effectifs le 14 juillet 2021 et il nous écrit le 16 juillet 2024, vous voyez venir, afin que lui soient régularisés ses congés payés acquis lors de ses arrêts maladie. Donc pareil, différents blocs d'arrêts maladie. On a repris un petit peu, on retrouve un petit peu voilà, des blocs, des courts arrêts, des arrêts un petit peu plus longs. Mais pour bien mettre en exergue la méthode que Nicolas présentait tout à l'heure, on va regarder en premier lieu, effectivement, si on est prescrit ou pas. Et effectivement, quand on applique notre méthode, on voit bien que le salarié avait normalement jusqu'au 13 juillet 2024 pour saisir le CPH, vu qu'il ne l'a pas fait. On a reçu effectivement son recommandé a été envoyé donc le 16 juillet. Il est donc prescrit. Donc voilà, c'était vraiment cet exemple, il était vraiment pour mettre en avant l'idée qu'aujourd'hui, on peut se retrouver par le jeu de la prescription à vraiment éviter des demandes. On va forcément avoir des effets d'aubaine, certains salariés qui vont vouloir un petit peu tenter des choses. L'objectif, il est effectivement de ne pas aller chercher du travail quand il n'y en a pas. On ne va pas aller chercher à se stresser avec des salariés qui vont nous faire des demandes alors qu'on peut les écarter assez facilement. En revanche, attention, donc dans un premier temps, c'est ce qu'on vous invite à faire, leur faire un courrier leur répondant que leur demande est prescrite. Mais effectivement, on vous invite toutefois à faire attention, puisque dans un second temps, comme l'évoquait Nicolas tout à l'heure sur la prescription, on pourra toujours avoir un salarié qui, derrière, par rapport aussi au recul qu'on va avoir, pourra, en s'appuyant sur la jurisprudence du 13 septembre 2023, aller chercher un petit peu autre chose. Donc, on reste quand même en état d'alerte là-dessus. Mais effectivement, dès lors qu'une demande est prescrite, ça ne sert à rien d'aller s'amuser à aller faire les calculs et à quelque part mâcher le travail du salarié. Si c'est prescrit, on lui répond dans ce sens. C'est la première chose à faire. Et on ne va pas aller, dans un premier temps, s'embêter à chercher plus. Voilà, c'était un exemple juste pour mettre en avant cette méthode de prescription. Comme vous pouvez le voir, l'objectif, il est vraiment de marcher par étapes. On est sur des choses où c'est assez rigoureux. Il y a pas mal de difficultés qui peuvent revenir des calculs. Et dans l'exemple de Nicolas tout à l'heure, on s'en rendait vraiment bien compte. Il faut qu'on marche par période d'acquisition, il faut qu'on marche par rigueur. Le prochain exemple va vraiment mettre ça en avant. Et on y arrive. Hop.
puisqu'on est sur les cas pratiques des arrêts de travail qui ont débuté avant la loi et qui sont toujours en cours. Et je te repasse le relais pour ce dernier exemple, Nicolas. Voilà, donc là, c'est des situations que vous allez rencontrer, que vous avez déjà dû rencontrer, donc on est sur des arrêts de travail de longue durée, avec cette particularité qu'on va avoir une période avant la loi et une période post-loi. Bon. Et donc là, au final, on va retrouver tout ce qu'on s'est dit tout à l'heure appliqué dans la même situation. Donc, là, dans notre exemple, donc, je vous laisse à chaque fois prendre connaissance de l'exemple et naturellement, vous aurez le support après pour revenir dessus parce que voilà, dans le temps qui est imparti, ce n'est pas facile automatiquement de saisir les choses. Donc, ne vous inquiétez pas, le support sera à disposition. Bon. Donc, notre salarié est en arrêt de travail depuis le 1er avril 2022. Il n'a pas repris son poste. Il ne donne aucune nouvelle. Il a formulé aucune demande de régulation de droit à CP. Pour l'instant, la direction des ressources humaines n'a pas décidé de régulariser spontanément les droits de l'ensemble des salariés qui ont été en arrêt de travail avant le 24 avril 2024. Néanmoins, il se pose la question d'anticiper d'éventuelles demandes des salariés concernés et donc, notamment, s'intéresse au cas de ce salarié en arrêt de travail et souhaite voir ce que ça pourrait représenter de régulariser éventuellement ses droits. Bon, pour la parfaite information sur ce cas pratique, vu qu'on est sur une période antérieure à la loi et une période postérieure à la loi d'arrêt de travail, la DRH, dans notre exemple, a décidé d'appliquer la loi pour la période post-24 avril et donc a crédité le compteur du salarié de ses droits à congés payés. Voilà. Donc là, après, on va parler concrètement de ce qui était éventuellement dû antérieurement à la loi. Donc, pour la bonne compréhension, on a décomposé les différentes périodes d'acquisition de ce salarié durant sa période d'arrêt de travail. Bon. Donc, le salarié, première période d'acquisition, donc du 1er juin 2021 au 31 mai 2022. D'accord ? Sur cette période-là, avant le début de son arrêt de travail, le 1er avril 2022, il avait acquis au 31 mars 2022 25 jours. En raison du plafonnement de ses droits, il n'a pas lieu à bénéficier d'une régularisation de ses droits passés puisqu'il avait déjà acquis sur cette période-là 25 jours. Donc, on va venir lui appliquer le plafonnement de 24 jours. Okay ? Néanmoins, à sa reprise, il faudra l'informer qu'il a une période de report de 15 mois pour prendre ces jours qu'il n'a pas pu prendre du fait qu'il est en arrêt de travail. Donc, ça, première période d'acquisition. Deuxième période d'acquisition, donc là, du 1er juin 2022 au 31 mai 2023. Donc là, on a un salarié qui est absent la totalité de la période d'acquisition. Donc, il a droit à 24 jours de congés payés du fait de la nouvelle loi. La période de report, donc, elle a débuté automatiquement, puisqu'on est sur un arrêt de travail de plus d'1 année. Donc, celle-ci va du 1er juin 2023 jusqu'au 31 août 2024. Et si le salarié reprend, il faudra l'informer du solde de cette période de report. D'accord ? Sinon, ses droits seront perdus, puisqu'au final, il n'aura pas pu les prendre sur la période de report. Voilà. Donc ça, c'est important. Au 31 août 2024, dans notre exemple, s'il n'a pas repris, ces 24 jours de CP seront perdus. Sur la période d'acquisition, au 1er juin 2023 au 31 mai 2024. Donc là, on est sur la période, ce qu'on a vu tout à l'heure, à cheval entre avant et après la loi. Donc là, ces droits seraient de 26 jours et demi, puisqu'en reprenant ce qu'on vous a dit tout à l'heure, période d'acquisition du 1er juin 2023 au 23 avril 2024, plafonnement à 24 jours, et après la période du 24 avril 2024 au 31 mai 2024. Donc là, la période de report a également débuté automatiquement le 1er juin 2024 et court jusqu'au 31 août 2025. Donc là, on ne sait pas encore s'il va reprendre ou pas, hein, donc il reste du temps pour qu'il reprenne son poste et puis prendre ses 26 jours et demi. Voilà. Donc, en cas de reprise en cours de période de report, il faudra l'informer du délai
lui restant pour les prendre, hein, d'accord. Mais pour l'instant, voilà, là on est sur de l'anticipation, mais en tout état de cause, il n'est pas encore prescrit, enfin, c'est pas le fait de notion de prescription, mais plutôt, voilà, la période de report n'étant pas expirée, on ne peut pas lui purger ses droits. Là où, sur la période précédente, si au 31 août 2024, il n'a pas repris, les 24 jours qu'il aura acquis seront perdus. OK ? Et sur la dernière période d'acquisition, donc le salarié est toujours en arrêt de travail. Donc là, on est sur la période d'acquisition à partir du 1er juin 2024. Donc là, classiquement, on a crédité son compteur puisqu'on est post-loi. Voilà. Donc, vous voyez sur ce cas pratique, ce qui est très important, c'est bien décomposer les différentes périodes d'acquisition et dans chaque période d'acquisition, appliquer la règle du plafonnement, appliquer la règle du report pour pouvoir dire on purge des droits ou pas. Donc, c'est vraiment ce travail-là qui est très important à chaque fois pour pouvoir au final après répondre à une demande du salarié ou anticiper, puisque c'était l'objet de ce cas pratique, anticiper une éventuelle demande de salarié. On peut voir avec les salariés qui sont en arrêt de travail de longue durée que souvent on n'a plus de nouvelles à un certain moment. Bon, donc voilà. Quand on n'a plus de nouvelles avec eux, on ne sait pas dans quelle disposition ils sont par rapport à cette réforme. Donc, c'est pour ça que se pose la question de spontanément revenir vers eux ou d'attendre, au contraire, qu'ils se manifestent pour régulariser leurs droits. Voilà. Donc, c'est vraiment une analyse à chaque fois au cas d'espèce auquel vous allez être confronté. Et donc, ce n'est pas simple, puisqu'au final, cette loi d'ADU, elle a le mérite de mettre en conformité la législation française avec le droit européen. Mais pour en limiter les conséquences, le législateur a prévu des garde-fous. Et c'est l'application de ces garde-fous qui peut poser des fois des questions d'interprétation, des questions pratiques, étant précisé qu'il y a pas mal de choses que la loi ne traite pas, mais ça c'est normal parce qu'au final il y a toujours un décalage entre le texte et après l'application pratique, et on le voit déjà depuis 2 mois, la pratique fait remonter certaines choses, et c'est pour ça qu'il y aura nécessairement des jurisprudences, des contentieux qui viendront éclaircir toutes les zones d'ombre que la loi n'a pas remplies au final. Bon. Et ça, c'est le lot du droit du travail. Ce n'est pas que lié à la période des congés payés en maladie. C'est de façon générale. On se retrouve toujours en conflit entre les textes et après les interprétations que peuvent en faire les tribunaux. Et également, on se retrouve aussi avec des oppositions entre les interprétations des conseils des prud'hommes, qui ne sont pas des juges professionnels, et après les interprétations des cours d'appel ou encore des cours de cassation. Voilà. Bon. Là, le texte étant récent, ce n'est pas demain qu'on va avoir des jurisprudences de cours de cassation, mais très rapidement, on devrait avoir quand même des premières décisions de conseil des prud'hommes qui peut-être donneront une tendance sur comment déjà sur le terrain sont interprétées les zones d'ombre. Donc voilà, on arrive au terme de ce webinaire. Donc, comme on vous l'a dit, le support est à disposition. Donc, vous pourrez revenir tranquillement sur les différents cas qu'on vous a présentés. J'insiste de nouveau sur le fait qu'il faut avoir de la méthode pour traiter les cas. On vous a proposé une méthode, mais voilà, vous pouvez bien sûr avoir votre propre méthode, mais c'est vraiment par de la méthode que vous arriverez à répondre aux cas. C'est aussi cette loi un travail collectif. Voilà, c'est que selon dans vos entreprises, si vous avez des personnes qui sont à la fois juristes, des personnes dédiées à la paye, c'est le collectif qui fera que vous allez vous approprier chacun le texte et pouvoir répondre aux difficultés pratiques que soulève cette loi. Voilà. Et on peut voir nous-mêmes, depuis qu'on travaille sur la loi et depuis que elle est applicable, on a pu prendre des interprétations, on a pu mettre en place cette méthode d'analyse qui nous facilite aussi maintenant la lecture, même si, encore une fois, beaucoup de points restent à arbitrer. Mais ça, voilà, on n'est que 2 mois après la loi, et donc peut-être que dans 1 an, on refera un webinaire et on vous présentera des cas pratiques différents avec des jurisprudences qui auront pu sortir, des interprétations nouvelles.
Voilà. Donc, en tout état de cause, nous, c'est le deuxième webinaire qu'on a pu animer sur cette loi. Le 26 avril, c'était immédiatement après la sortie de la loi. Donc, c'était pour donner un premier retour à chaud. Là, on a une analyse posée 2 mois et demi après. Donc, ça donne déjà un cadre sur le sens de la loi et son application pratique. D'autres problèmes sont encore en suspens, puisqu'au final, tout ce qu'on se dit, ça se matérialise sur des bulletins de paye. Et on a des éditeurs de logiciels de paye qui travaillent actuellement sur la mise en conformité de leur logiciel pour pouvoir retranscrire la réforme sur les bulletins. Donc, c'est aussi une des particularités de cette loi, c'est que il ne suffit pas de nous, praticiens, l'analyser, il faut aussi après que la retranscription se fasse aussi sur les bulletins de paye. Voilà, donc les éditeurs logiciels ont un sacré travail et la tâche n'est pas simple pour eux. Donc voilà, donc, je tiens à vous remercier de votre écoute. Merci Augustin d'avoir… Merci à tout le monde. Merci à Hélène au chat. Je pense qu'il y a eu pas mal de questions. Donc, merci beaucoup à Hélène au chat qui a dû déjà répondre à pas mal de vos questions. Et nous restons à disposition directement l'intégralité des équipes TGS pour toute question complémentaire sur ce webinaire en parallèle. Voilà, nous sommes à disposition. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne fin de journée. À bientôt.